Visite historique du Premier ministre japonais Shinzo Abe en Côte d'Ivoire. Une visite de travail et d'amitié de 48 heures pour relancer les relations économiques et diplomatiques entre les deux pays. Après une année d'exercice, la compagnie Air Côte d'Ivoire fait son bilan. 28 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires enregistrés. Les détails dans ce journal. Dans le reste de l'actualité internationale en République centrafricaine, le sort des autorités de la transition connue, le président par intérim Michel Djotodia a rendu sa démission ce vendredi. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Après le Mozambique, le Premier ministre japonais Shinzo Abe est arrivé cet après-midi à Abidjan dans le cadre d'une tournée sur le continent africain. Le chef du gouvernement nippon passera 48 heures dans la capitale économique. 2 jours pour relancer les relations diplomatiques et surtout économiques entre la Côte d'Ivoire et le Japon. L'histoire de la Côte d'Ivoire renaissante est en marche. Plus de 50 ans après son indépendance, le pays enregistre pour la première fois l'arrivée sur son sol d'un Premier ministre nippon. Le chef du gouvernement japonais, accompagné de son épouse, ont foulé le sol de la capitale économique ivoirienne cet après-midi, étape d'une tournée africaine de 4 jours. Pour les accueillir, le président Ouattara et son épouse, les présidents d'institutions et les membres du gouvernement ivoirien. Shinzo Abe, aux côtés d'Alassane Ouattara, passeront en revue un détachement des forces républicaines de Côte d'Ivoire, puis les honneurs militaires ponctués des hymnes nationaux des deux pays. Le Premier ministre japonais est accompagné d'une importante délégation d'hommes d'affaires. En attendant, l'agenda très chargé en perspective, avec notamment la rencontre avec les chefs d'État ouest-africains. Le chef de l'exécutif du Japon a eu droit à un accueil chaleureux depuis l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, de même durant tout le trajet des grands carrefours de Koumassi à Treichville jusqu'à l'hôtel Ivoire qui servira de quartier général à l'illustre hôte durant son séjour de 48 heures. Hôtel où se tient un sommet CEDEAO Japon dont les travaux portent sur les engagements politiques et économiques pris en fin juin dernier par le gouvernement nippon lors du sommet Afrique-Japon de Yokohama. Notre reporter Ali Diarasuba l'a dit, le Premier ministre japonais va participer à un sommet CEDEAO Japon. Plusieurs chefs d'État de cette communauté économique de l'Afrique de l'Ouest sont arrivés dans la capitale ivoirienne. Nous vous proposons l'ambiance qui a prévalu à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Visite officielle du Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, en Côte d'Ivoire. Il va participer au sommet CEDEAO Japon. Avant son arrivée dans la capitale économique ivoirienne, à Abidjan, il a été précédé par 7 chefs d'État de la CEDEAO. Le président du Togo, Faure Gnassingbé, de la Gambie, Yaya Jammeh, de la Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, du Ghana, John Dramani Mahama, du Sénégal, Macky Sall, du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf et de Burkina Faso, Blaise Compaoré. Pour eux, ce sommet est important à plus d'un titre. Il va permettre aux pays de la CEDEAO de repartir de plus belle dans leur processus de développement avec l'appui du Japon. And we'll be bringing together many of the West African leaders to discuss Japan, Africa. À partir de cette rencontre, les pays de l'Afrique de l'Ouest vont profiter de l'expérience du Japon, du soutien financier de ce pays pour développer leurs infrastructures routières, leurs réseaux électriques et créer des emplois pour les jeunes et les femmes. Nous pensons qu'aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest a besoin d'élargir encore les relations avec les autres régions du monde. Et nous pensons qu'avec un pays comme le Japon qui a de grandes possibilités, qui a aussi une grande expérience dans les processus de développement, nous pouvons utilement avoir des rencontres pour conforter notre ambition de faire une Afrique de l'Ouest plus intégrée. Le Premier ministre nippon aura un tête-à-tête avec le président ivoirien Alassane Ouattara et aura des échanges avec les autres dirigeants ouest-africains et honorera les engagements politiques et économiques pris en juin 2013 par son pays lors du sommet Afrique-Japon de Yokohama. Rappelons que Shinzo Abe a entamé sa tournée africaine par le Mozambique et se rendra en Éthiopie après la Côte d'Ivoire.
C'était un reportage d'Alvor Assa. En attendant la rencontre entre le chef du gouvernement japonais et les présidents des pays membres de la CEDEAO, Shinzo Abe a eu un tête-à-tête avec le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, au centre des échanges, le renforcement de la coopération entre Abidjan et Tokyo. Une visite historique, la première qu'un Premier ministre japonais entreprend en Côte d'Ivoire. Une visite sans nul doute en réponse à celle que le président de la République Alassane Ouattara a effectuée en juin de l'année dernière dans le cadre de la TICAD 5, entendez la 5e édition des rencontres entre le Japon et les pays africains. Pour le président de la République Alassane Ouattara, cette visite du Premier ministre japonais en Côte d'Ivoire est essentielle en ce sens qu'elle va permettre de renforcer les relations entre les deux pays, notamment en termes d'investissement. Et en la matière, la Côte d'Ivoire, selon le chef de l'État, constitue un environnement propice aux affaires. Le pays avance, attire les investissements, les organisations internationales, mais également donc les hommes d'affaires. Pour nous, l'investissement privé japonais est essentiel. Nous connaissons la qualité des entreprises japonaises, la compétitivité des entreprises, et je voudrais me féliciter des visites qui ont été faites encore récemment par les entreprises japonaises. Et je sais qu'ils ont trouvé un accueil favorable. M'ont dit eux-mêmes qu'ils avaient été rassurés de ce qu'ils ont entendu et des contacts qu'ils ont eus avec les membres du gouvernement. Et au vu de tout cela, nous avons donc une perspective de faire en sorte que ce soit une opération gagnant-gagnant pour les entreprises japonaises et pour la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre japonais, pour sa part, s'est félicité de l'accueil qui lui a été réservé. Il a par la suite présenté des membres de sa délégation, la plupart des chefs d'entreprise qui ont tous indiqué être heureux de séjourner en Côte d'Ivoire dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. Et pendant que le président ivoirien et le premier ministre japonais échangeaient au palais présidentiel au plateau, la première dame du Japon, Mme Akie Abe et Mme Dominique Ouattara, étaient en visite à l'orphelinat de Bingerville dans le district d'Abidjan. Le reportage de Viviane Aïma. Jamais les pensionnaires de l'orphelinat de Bingerville n'ont été autant choyés qu'avec la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, leur marraine. C'est la 3e visite qu'elle consacre en ce vendredi 10 janvier 2014 à ses filleuls de ce pensionnat. Et comme pour chacune de ses précédentes visites, elle est venue cette fois encore avec de grandes quantités de vivres et de matériel divers. Pour cette 3e visite, la première dame de Côte d'Ivoire est venue accompagnée de la première dame du Japon, Mme Akie Abe, arrivée quelques heures plus tôt en Côte d'Ivoire avec son époux pour une visite officielle. À l'orphelinat de Bingerville, la première dame, Dominique Ouattara, a fait faire une visite des lieux à son invité. Sous la conduite du directeur de l'orphelinat, elles ont visité une classe, puis le dortoir et l'infirmerie du pensionnat, avant de rejoindre le lieu de la cérémonie où les petits pensionnaires, mais aussi de nombreux enfants de Bingerville et la population leur ont exprimé en de vives acclamations leur joie de les accueillir. Les petits pensionnaires de l'orphelinat de Bingerville ont exécuté un ballet pour honorer leur marraine et son invitée, la première dame du Japon. Cette visite des 2 premières dames concernait aussi les pensionnaires de l'orphelinat Filles de Grand Bassam et c'est l'une d'entre elles, âgée de 10 ans, élève au CM2, qui a souhaité l'aquaba aux 2 premières dames. Maman Dominique, maman Akie, nous les enfants des orphelinats de Bingerville et de Grand Bassam avons la certitude que nous ne sommes plus des orphelins, car 2 dames au grand cœur ont bien voulu nous ouvrir leurs bras. Nous savons que nous pouvons compter sur vous et avons compris que rien ne remplacera jamais l'amour que vous avez pour nous. En effectuant ce déplacement à Bingerville, à peine quelques heures après son arrivée en Côte d'Ivoire, la première dame du Japon a pu découvrir une facette du riche folklore ivoirien exécuté par le groupe Kiimbok. La première dame Dominique Ouattara a remercié la première dame du Japon pour avoir accepté d'effectuer ce déplacement. Madame la première dame, votre présence est pour nous une belle preuve d'amitié que nous apprécions
à sa juste valeur. En rendant visite à nos enfants de Bingerville et de Grand-Bassam, nous percevons la grandeur d'âme et la générosité qui vous caractérisent. Soyez-en remerciés. J'ose espérer que vous passerez un agréable séjour en terre ivoirienne. Madame Akie Abe a dit à son tour sa joie pour l'accueil qui lui a été réservé. Elle a exprimé aussi son affection pour l'Afrique. Je viens d'arriver avec mon mari à l'aéroport et dès lors, j'ai reçu tellement chaleureux accueil que je n'ai jamais reçu avant. J'ai entendu dire que les Ivoiriens sont très accueilleurs et je le sais maintenant. C'est vrai que le Japon est loin de la Côte d'Ivoire, mais il y a beaucoup de personnes, beaucoup de Japonais qui adorent l'Afrique. Alors, pour renforcer les relations bilatérales entre le Japon et la Côte d'Ivoire, je vais faire au maximum effort. Au nombre de l'importante quantité de dons offerts par la première dame de Côte d'Ivoire et la première dame du Japon à l'orphelinat de Bingerville, on compte un groupe électrogène et d'importantes quantités de vivres, de produits nettoyants. Vous allez le voir en image, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire a reçu ce vendredi une délégation de l'Université de Tsukuba au Japon. Objectif, renforcer la collaboration entre les deux pays dans le domaine de l'enseignement supérieur. Il a été question de possibilités d'octroi de bourses d'études aux étudiants ivoiriens. Les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Japon sont vieilles de plusieurs décennies. Elles ont été établies en 1960. Ces relations, il faut le dire, se portent bien aujourd'hui. La preuve, je dirais, certains établissements ont introduit dans leur système l'apprentissage de la langue japonaise. Les détails avec Gabriel Zani. Madame Abe habite à Shimonoseki. En japonais, bien sûr. Ichido. Abe-san wa Shimonoseki ni sundeimasu. Sugoi ne. Abe-san wa Shimonoseki ni sundeimasu. Un cours de japonais dans une école à Abidjan. Depuis 2005, cet établissement privé a intégré dans ses curricula l'enseignement de la langue japonaise. Question d'apporter un plus à la formation, une initiative fort appréciée par les bénéficiaires que sont les élèves. J'ai appris plusieurs choses, comment on peut saluer, comment parler avec mes camarades, comment discuter de certains sujets. Ça peut m'apporter beaucoup, je peux aller passer mes vacances là-bas. Je peux être aussi un cadre japonais. Cyprien Niaoui est l'un des deux enseignants de cette langue. Il a fait ses études au Japon. Pour lui, apprendre le japonais est un atout considérable. Au niveau de la technologie, j'ai trouvé que le Japon était un pays qui avait une technologie de pointe. Et il était question pour nous de pouvoir apprendre à maîtriser les outils des Japonais en passant par les langues. Atsusa Hashimoto est consultante à l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire. Sa structure n'est pas restée indifférente à cette initiative. Elle apporte une assistance technique pour l'enseignement du japonais à cette école. Il y avait beaucoup d'entreprises japonaises, même en Côte d'Ivoire, mais ils sont tous partis. Mais je pense qu'avec le temps, ils vont revenir. Et si les étudiants commencent à étudier la langue comme ça, quand ils reviennent, ils vont avoir plus de chances pour avoir l'opportunité de travailler avec. C'est depuis avril 2013 qu'a débuté la collaboration entre l'école et l'ambassade du Japon. Les élèves et tous les acteurs impliqués dans ce projet espèrent que cette initiative permette l'ouverture des portes des entreprises japonaises aux jeunes élèves. Les hommes d'affaires qui accompagnent le Premier ministre japonais en Côte d'Ivoire pourront se rendre compte à travers cet élément de Sidonie Davila et Alexis Ouedraogo que la Côte d'Ivoire est un pays où il fait bon vivre. En plus des opportunités d'affaires, il existe des restaurants qui proposent des mets japonais. Regardez. Océiran est l'une des rares restauratrices à proposer des mets japonais dans la capitale ivoirienne.
Le sushi, le maki, le sashimi et bien d'autres plats typiquement japonais sont au quotidien confectionnés par ces chefs cuisiniers. On représente la gastronomie japonaise depuis 7 ans. On essaye de présenter cette gastronomie avec plus de rigueur sur la qualité des produits. Les produits sont authentiques, japonais. Comme vous voyez, le thon est frais. C'est un thon ivoirien déposé sur le riz et on le mange cru comme ça. Ces mets sont dominés par le poisson frais et cru, pratiquement absent de la gastronomie ivoirienne. À travers l'instauration de cette cuisine japonaise, cette restauratrice veut relever un défi. Et le monde entier connaît aujourd'hui le sushi, pourquoi pas la Côte d'Ivoire. Donc c'était un challenge pour moi d'amener cette cuisine en Côte d'Ivoire, de faire connaître cette cuisine aux Ivoiriens. Océiran compte néanmoins dans sa clientèle, quoique dominée par des Européens et Asiatiques, quelques Ivoiriens. Tous unanimes quant aux vertus de la gastronomie japonaise. C'est de la très bonne nourriture et on a énormément de chance d'avoir ce type de restaurant à Abidjan parce que tous les pays n'ont pas de la nourriture de cette qualité. On a de la chance effectivement d'avoir des entrepreneurs qui prennent le risque de faire ce genre de restaurant et d'offrir ces services-là. Ce qu'on aime, c'est la fraîcheur. Japonais parce qu'on aime ça. Après ça, on s'entend que les sushis, c'est toujours l'alternative santé. C'est aussi bon pour les régimes. C'est très frais, très bon. Quand ça nous manque, on aime beaucoup venir ici, manger des sushis ici. La cuisine japonaise est très fine. Elle est fine, elle est saine. Quand on vient ici, mes kilos superflus là, je sais que je ne vais pas en jeter dessus. L'attrait de la gastronomie de cet archipel nippon par les populations vivant en Côte d'Ivoire augure une conquête assurée du marché ivoirien. Le Japon est aujourd'hui la 3e puissance économique mondiale du monde et vous le savez. Mais le pays revient de loin, très loin je dirais. Souvenez-vous, le Japon a été frappé en 1945 par des bombes qui ont détruit Nagasaki et Hiroshima. Hamza Diaby revient sur l'histoire du Japon. Les 6 et 9 août 1945, 2 dates à jamais gravées dans la mémoire des Japonais. Cette année-là, leur pays est vaincu, ruiné, dévasté par les bombardements. Nagasaki et Hiroshima sont quasiment rayés de la carte et il est occupé par les États-Unis. Les Américains imposent la démocratie et accordent une aide financière massive à ce pays qui connaît la plus forte croissance économique du monde de 1951 à 1973. En 2010, même si l'économie japonaise connaît la crise, le pays reste le 2e plus riche du monde. Le résultat auquel le Japon est parvenu après la Deuxième Guerre mondiale est la suite logique d'un certain nombre de décisions, d'un certain nombre d'innovations qui ont donné des fruits quelques années plus tard. Un pays à peine plus grand que la Côte d'Ivoire, 370 000 km² environ, sans ressources minières et victime d'un bombardement nucléaire, se retrouve aujourd'hui au 3e rang de puissance économique du monde. Et lorsque la guerre de Corée intervient de 1951 à 1953, le Japon change de position au niveau stratégique. Il devient donc un des alliés sûrs du monde occidental dans sa lutte contre le communisme. Une performance qui est également due à une stratégie politique et une restructuration économique. Le Japon met en place le MITI, le ministère du Commerce extérieur et de l'Industrie, qui va penser toute la politique économique. Deuxième pilier de l'économie japonaise, ce qu'on appelle les Keidaren, l'ensemble du patronat qui appuie le ministère dans la recherche de solutions pour booster l'économie et un conglomérat de grandes industries. Un dernier aspect a milité en faveur de la percée japonaise, un point d'ordre culturel et philosophique. La mentalité japonaise est une des clés de la réussite du pays. Ils sont disciplinés et dévoués à leurs entreprises. Les grèves sont très rares et 20 jours de congés payés par an. En retour, les entreprises assurent aux travailleurs l'emploi à vie. Le Japon donne ainsi une leçon au monde, partir des ruines pour devenir une puissance économique. Après de longues périodes d'isolement, le Japon s'ouvre au monde. Quelle place occupe l'État nippon dans le monde? À quel niveau se situent ses relations avec les autres pays? Des éléments de réponse avec Gabriel Zadi. Aujourd'hui, avec les coalitions qui se forment pour parer au revers de la mondialisation,
la crise financière et du terrorisme grandissant dans le monde, le Japon fait cavalier seul et privilégie une politique de paix et de collaboration avec les États démocratiques. Le pays est la troisième puissance économique du monde. Il est le géant de l'automobile et de l'électronique avec les groupes comme Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Canon, Panasonic et Sony. Il tient aussi la deuxième place de la construction navale. La diplomatie nippone africaine reste la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD. Le continent africain, même s'il est toujours sujet à l'instabilité, est désormais associé à des termes bien plus positifs que par le passé. Et c'est en cela que le Premier ministre japonais visite les pays africains à la recherche de nouveaux types de partenariats basés sur le développement. Ces dernières années, le vieillissement de la population nippone constitue une menace sérieuse sur la main-d'œuvre et la productivité. Le marché africain apparaît de ce fait comme une opportunité d'investissement dans le domaine de la formation et donc de l'emploi. Le Japon est aussi une puissance militaire. Il entretient d'étroites relations avec son principal allié, les États-Unis. Membre de l'Organisation des Nations Unies, le Japon a été un membre non permanent du Conseil de sécurité pendant plus de 18 ans et fait partie du G4 avec l'Allemagne, le Brésil et l'Inde. Il est le troisième plus grand donateur d'aide publique au développement après les États-Unis et le Royaume-Uni. Le Japon peut être un partenaire privilégié pour la Côte d'Ivoire qui aspire à l'émergence à l'horizon 2020. Par le biais de transfert de technologie, l'investissement dans tous les domaines permettra aux deux pays de tirer de meilleurs profits dans un partenariat gagnant-gagnant. Changeons complètement de sujet pour parler transport. Intéressons-nous au deuxième titre de ce journal. Après une année d'exercice, la compagnie Air Côte d'Ivoire a fait son bilan. 28 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires enregistré en 2013. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse. Les détails avec Adama Kone. La compagnie nationale Air Côte d'Ivoire amorce l'année 2014 avec 5 indicateurs majeurs sur son tableau de bord. L'augmentation du capital de 25 à 65 milliards de francs CFA, l'accroissement des vols de 47%, le transport de 450 000 passagers contre 253 000 en 2013, ce qui doit conduire à un chiffre d'affaires de 52 milliards de francs CFA contre 28 milliards en 2013 et enfin la desserte du réseau domestique. Nous avons maintenant la certitude que 3 aéroports ont été réhabilités. Ce qu'il n'y a pas encore, c'est les procédures d'approche et de décollage. Et ce processus devrait être terminé à la fin du mois de mars. Donc nous attendons la confirmation de la fin de ces procédures pour pouvoir les appliquer, pour définir quand nous allons commencer. La conférence de presse organisée par la direction générale de la compagnie a aussi permis de regarder dans le rétroviseur pour apprécier les résultats obtenus après une première année d'activité. Certaines compagnies internationales, sociétés internationales, ont déplacé leur siège d'ailleurs pour revenir à Abidjan, parce que c'est beaucoup plus commode pour voyager au départ d'Abidjan en étoile, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Donc je pense que le gouvernement apprécie ce que nous faisons, aussi pour l'image que nous donnons à la Côte d'Ivoire et aux passagers ivoiriens. Aujourd'hui, Air Côte d'Ivoire s'affiche davantage dans le ciel africain. 44% de part du marché sur les 19 destinations desservies et un taux de remplissage de 70%. Des données qui séduisent des actionnaires de taille qui frappent à la porte du capital. Entre autres, la Banque ouest-africaine de développement BOAD et le groupe de la Banque mondiale à travers la Société financière internationale. L'actualité nationale, c'est également le dialogue ivoiro-ivoirien dans le cadre du processus de paix. Jeannot Kwadio Aoussou, coordonnateur du cadre permanent de dialogue, a rencontré des acteurs du paysage politique ivoirien. Cette rencontre avait pour objectif de recueillir l'avis de l'opposition sur l'organisation des élections à venir. Gabriel Zani. Le gouvernement a entendu les requêtes formulées par l'opposition, notamment le Front populaire ivoirien FPI. Ce jeudi, en début de soirée à la primature, dès l'entame de la rencontre avec les présidents et représentants des partis politiques, le ministre d'État, Jeannot Kwadio Aoussou, coordonnateur du cadre permanent de dialogue, a annoncé au nom du gouvernement une série de mesures.
parmi lesquels la possibilité pour chaque parti de l'opposition de dresser les listes de ses membres frappés par la mesure du gel des avoirs, de ceux concernés par la mise en liberté provisoire afin de les soumettre aux autorités compétentes. Pour l'opposition, c'est une note d'espoir qui peut faire bouger les choses. Notre réunion s'est tenue dans une période de décrispation. Vous avez vu le retour d'exilés, vous avez vu le dégel des comptes, d'avoir de certains de nos membres. Vous avez vu le retour des militaires qui vont réintégrer leurs fonctions. Même des fonctionnaires vont retrouver leur poste. Nous sommes dans une période où le dialogue porte des fruits. Et nous sommes déterminés, ensemble, à gagner la bataille de la paix. Les questions de la composition de la commission électorale indépendante, du découpage électoral et des listes ont été aussi abordées au cours de cette rencontre. Le porte-parole de l'opposition a souhaité que ces questions soient traitées avant la tenue des élections. Pour cela, le ministre Jeannot Kouado Aoussou rencontrera le mardi prochain le FPI, grand absent de cette rencontre. Restons avec Gabriel Zani pour parler encore réconciliation. Direction Toulepleu, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Des danses et des chants pour célébrer la paix dans la localité de Guélé, dans le département de Toulepleu. Les populations sont venues nombreuses de plusieurs villages pour assister à la cérémonie de remise officielle du foyer des jeunes par l'ONG Atour. Le foyer va servir de site pour la tenue d'activités culturelles, mais aussi de cadre pour les rencontres entre les jeunes Yakuba et Guéré, deux groupes ethniques majoritaires de la région. Au moment où nous amorçons la nouvelle année, une année charnière, Toulepleu nous demande de faire tomber les murs de méfiance, car dans la méfiance des uns et des autres, rien n'est possible. Il faut arrêter de se méfier de son ami, de son prochain, de son frère à cause de la politique, car la politique finit, mais la famille ne finit jamais. Toulepleu nous parle ce matin de la bonne cohabitation entre nous. Chacun doit être le parent de son voisin. Le président de l'ONG a aussi distingué les autorités de la localité pour leur participation active dans la recherche de la paix entre les différentes communautés. Cette cérémonie a été marquée par la réhabilitation de la forêt sacrée et de la sortie des masques de tout genre. Ces faits ont sonné le retour des activités culturelles, mais aussi et surtout, ils sont le signe du retour définitif de la paix dans la région de Toulepleu. Dans le reste de l'actualité internationale en Centrafrique, le sort des autorités de transition connues, le président par intérim Michel Djotodia a rendu sa démission ce vendredi. C'est à N'Djamena que le sort des autorités centrafricaines de transition a été tranché. Dès son ouverture jeudi, le sommet d'Afrique centrale sur la crise à Bangui donnait le ton, très ferme, sous des dehors diplomatiques. Nous avons le devoir, je dirais même l'obligation, de trouver une issue à la crise centrafricaine. Bien entendu, nous aurons besoin pour cela de la collaboration franche et sincère des trois responsables centrafricains conviés à ce sommet. En fait, le Premier ministre et le président centrafricain ont été contraints à la démission en moins de 48 heures. Le Tchad a mis la pression en ramenant d'urgence par avion presque tous les membres du Parlement centrafricain, avec l'ordre de préparer un accord pour mettre à l'écart leurs dirigeants. Bangui, à la mi-journée, apprenait donc la démission du président Djotodia et du Premier ministre Tiangai. Ici, l'annonce n'a guère surpris. Plusieurs milliers de manifestants appelaient dès le matin au départ des autorités. La population est excédée par l'impuissance du gouvernement face aux violences intercommunautaires. Dès sa prise de pouvoir, vraiment, on assiste à des morts, à des sangs. Et puis vraiment le pays est à plat. Le pays n'a pas avancé. Des cris de joie et des tirs en l'air ont salué à Bangui la démission des autorités. Mauvaise nouvelle en revanche pour l'ex-rébellion Seleka qui avait porté au pouvoir le président Djotodia. Des chars français ont pris position autour du palais présidentiel. Les militaires tricolores et les forces africaines de la MISCA sécurisent aussi les axes stratégiques de la capitale. Et j'ajoute que des scènes de liesse dans certains quartiers dès l'annonce officielle de la démission de Djotodia ont été manifestées, alors que dans d'autres quartiers, des lieux de culte ont été saccagés. L'archevêque de Bangui appelle à la réconciliation des communautés.
Et puis, on va parler sport. Célébration de l'excellence dans le domaine du football. L'international ivoirien Yaya Nyenyeri Touré a été désigné meilleur joueur africain. Le sociétaire du club anglais de Manchester City a donc obtenu le Ballon d'Or africain pour l'année 2013. Au cours de cette cérémonie organisée hier à Lagos au Nigeria par la CAF, la Confédération africaine de football, c'est pour la 3e fois que l'Ivoirien est désigné meilleur joueur africain. Et puis je rappelle pour terminer que le Premier ministre japonais Shinzo Abe est arrivé cet après-midi à Abidjan dans le cadre d'une tournée sur le continent africain. Le chef du gouvernement nippon passera 48 heures dans la capitale économique, 2 jours pour relancer les relations diplomatiques et surtout économiques entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Demain, le Premier ministre japonais visitera plusieurs structures. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI 1. Bonsoir chez vous.